Imaginez la scène. On est le 18 août 1590. Un homme, John White, débarque sur une île de Caroline du Nord. D'accord. Ça fait 3 ans qu'il est parti. 3 ans d'une absence forcée. Et ce jour-là, c'est pas n'importe quel jour. C'est le 3e anniversaire de sa petite fille Virginia Dare. La toute première enfant anglaise née dans le Nouveau Monde. Un symbole. Exactement. Il s'attend à des retrouvailles, une fête, de la vie, quoi. Et à la place, c'est le silence. La colonie de Roanoke est une ville fantôme. 117 personnes, hommes, femmes, enfants, comme volatilisés. Et ce qui est vraiment déconcertant, c'est la scène de cette disparition. Ce n'est pas un lieu de chaos, pas du tout. Les maisons n'ont pas été brûlées. Ah non? Non, elles ont été soigneusement démontées. Il n'y a aucune trace de lutte, aucun corps. C'est une disparition propre, presque, méthodique. Il ne reste qu'un seul indice, un mot, gravé sur un poteau d'outil. Croatoan, c'est tout. Un seul mot. Pour 117 personnes? C'est fou. Surtout que White avait laissé des consignes très claires, non? Oui, il leur avait dit, si vous devez partir en urgence, à cause d'une attaque, gravez une croix de Malte. Mais là, il n'y a pas de croix. Aucune. Ce qui suggère un départ planifié, volontaire. Mais alors la question c'est où? Où sont-ils allés? Et pourquoi est-ce que personne ne les a jamais revus? C'est vraiment l'une des plus anciennes et troublantes affaires non résolues d'Amérique. Et c'est ce dossier qu'on va rouvrir aujourd'hui. On va se plonger dans les archives, on va examiner les preuves archéologiques qui ont émergé, et surtout, on va décortiquer une série d'artefacts incroyablement bizarres qui ont failli tout résoudre dans les années 30. Ou tout compliqué. Notre mission, ça va être de reconstituer les pistes, de comprendre ce qui a bien pu se passer. Alors pour comprendre comment ils ont pu disparaître, il faut peut-être revenir au tout début. Pourquoi ils étaient là, en premier lieu? La situation était déjà hyper fragile. Complètement. On est en 1587 et le contexte, c'est une sorte de guerre froide avec l'Espagne. Roanoke, ça devait être une base avancée, une épine dans le pied de l'Empire espagnol pour harceler leurs navires chargés d'or. Le plan de base. Sauf que ça a déraillé tout de suite. Ah oui, dès le départ. Le pilote du navire, un certain Simon Fernandez, les a en gros abandonnés sur l'île de Roanoke, alors qu'ils devaient s'installer bien plus au nord, dans la baie de Chesapeake, un site beaucoup plus sûr, beaucoup plus fertile. Donc ils se retrouvent au mauvais endroit, et vous disiez aussi au mauvais moment, C'est-à-dire qu'ils arrivent beaucoup trop tard dans la saison pour planter quoi que ce soit. Leurs réserves sont quasi vides. Ils dépendent donc à 100% des tribus locales pour ne pas mourir de faim. Et les relations avec ces tribus, j'imagine qu'elles n'étaient pas au beau fixe. C'est le moins qu'on puisse dire. Elles sont exécrables. Une expédition anglaise précédente, menée par un certain Ralph Lane, s'était terminée par la décapitation d'un chef algonquin, Wingina. Ah oui, quand même. Donc, autant dire que l'accueil est glacial. Ils sont isolés, ils ont faim, et ils sont entourés de peuples qui ont toutes les raisons du monde de se méfier d'eux. C'est une véritable poudrière. Et au milieu de tout ça, John White, le gouverneur, doit repartir en Angleterre chercher des provisions. Il pensait revenir en quelques mois. Mais le destin, ou plutôt la géopolitique, s'en mêle. La guerre éclate pour de bon avec l'Espagne, l'invincible Armada tente d'envahir l'Angleterre, et du coup, tous les navires sont réquisitionnés. White est coincé. Ce qui devait prendre quelques mois va durer. 3 longues années, 3 ans pendant lesquels la colonie est complètement livrée à elle-même. Et quand il revient enfin, il ne trouve que ce mot, Croatoan. Pour lui, à ce moment précis, ce mot, c'est presque un soulagement, n'est-ce pas? Absolument. Croatoan, c'est le nom d'une île voisine, l'actuelle île d'Atras, mais c'est surtout le nom de la tribu de leur principal allié amérindien Manteo. Donc, pour White, c'est une évidence. Bah oui, pour lui, les colons sont allés se réfugier chez leurs amis. L'absence de la croix de Malte le confirme. Il n'y a pas eu de violence. Il veut y aller tout de suite. Mais il n'y arrivera jamais. Jamais. Une tempête terrible se lève, l'équipage refuse de prendre le risque et le navire repart vers l'Angleterre. John White ne reverra jamais sa famille. Et c'est là que la colonie perdue entre dans la légende. Alors, commençons notre enquête. Piste numéro 1. Ce mot, Croatoan. Est-ce qu'on a trouvé quelque chose là-bas, sur cette île d'Hatteras? C'est la piste la plus logique. Et pendant des siècles, on n'avait rien. Rien de concret. Mais ça, c'était avant. Très récemment, des fouilles ont tout changé. Sur le site d'un ancien village croatoen, on a trouvé des objets qui ne devraient absolument pas être là. Des objets européens, j'imagine? Exactement. Des artefacts de la fin du XVIe siècle mélangés à des poteries et des outils amérindiens. Et on parle de quel genre d'objets? Des babioles échangées ou des objets volés après un raid? C'est là que ça devient passionnant. On ne parle pas de quelques perles de verre.
On a trouvé la poignée en cuivre d'une épée de gentilhomme. Une épée de gentilhomme, ça n'a rien à faire là. Rien. C'est un objet de statut, pas un outil. On a aussi trouvé des fragments d'une ardoise pour apprendre à écrire, des pièces d'armes à feu anglaises, des jetons de Nuremberg qu'on utilisait pour compter. Ce sont des objets du quotidien. Précisément, ce ne sont pas les trophées d'un raid, ce sont les affaires de gens qui se sont installés, qui ont continué à vivre. Pour des archéologues comme Scott Dawson, qui a mené ces fouilles, la colonie n'a jamais été perdue. Elle s'est simplement assimilée. Les colons ont fusionné avec la tribu croatoane. C'est une théorie très, très solide. Mais est-ce que ça suffit pour expliquer la disparition de 117 personnes? Ça paraît énorme. C'est une très bonne remarque, et c'est pour ça qu'une autre théorie a pris de l'ampleur, celle de la fragmentation. L'idée que le groupe se serait séparé. Et cette théorie, elle repose sur une découverte digne d'un film d'aventure. Raconte-nous ça. En 2011, des chercheurs du British Museum examinaient une carte de la région, une carte dessinée par John White lui-même. Et ils ont remarqué une petite rustine de papier collée dessus. Une simple correction? C'est ce qu'on a cru. Mais avec des techniques d'imagerie modernes, ils ont réussi à voir à travers la rustine. Et en dessous, caché, il y avait un symbole dessiné à l'encre invisible. Incroyable. Et c'était quoi ce symbole? Le symbole d'un fort. Un fort situé à 80 km à l'intérieur des terres, loin de Roanoke. Un plan B secret, une destination de repli. Donc les archéologues se sont précipités sur place. Évidemment, sur ce qu'ils ont appelé le site X. Et ils ont trouvé quelque chose. Des fragments de poterie anglaise très spécifiques de l'époque. De la poterie qu'on appelle Surrey Hampshire Borderware. C'est une preuve solide qu'un petit groupe, peut-être une dizaine de colons, est bien allé à cet endroit. Donc l'hypothèse, c'est qu'une partie est allée à Croatoan et une autre a tenté sa chance plus loin dans les terres. Voilà, on a donc 2 groupes de survivants. Mais il y a une troisième piste, beaucoup plus sombre, qui suggère qu'au moins un de ces groupes n'a pas survécu très longtemps. La piste du massacre. Ah! Oui. 20 ans plus tard, une nouvelle colonie anglaise s'installe pas très loin de Jamestown. Et ces colons, dont le fameux capitaine John Smith, recueillent des témoignages locaux. Et ces témoignages sont glaçants. Que disent-ils? Le grand chef de la région, Powhatan, aurait avoué à John Smith avoir lui-même ordonné le massacre des survivants de Roanoke. Mais pourquoi? Pourquoi aurait-il fait ça? Par peur, par calcul politique, Powhatan voyait arriver ces nouveaux Anglais de Jamestown et il craignait qu'ils ne fassent alliance avec le groupe de survivants de Roanoke qui vivaient à l'intérieur des terres. Pour éviter un front uni contre lui, il aurait décidé d'éliminer la menace préventivement. Vers 1607... C'est qu'un témoignage très fort. Mais est-ce que c'est fiable? C'est quand même rapporté par ses ennemis jurés. C'est tout le problème. C'est du seconde main. C'est une piste très sérieuse qui expliquerait le sort du groupe du site X. Mais ça reste une confession, pas une preuve matérielle. On a une dernière piste à vérifier d'ailleurs. Les Espagnols. Est-ce qu'ils pourraient être derrière tout ça? Logique. Ils avaient tout intérêt à se débarrasser de ce nid de corsaires. Ils y ont pensé, c'est certain. Le roi Philippe II a même ordonné de détruire la colonie. Ils ont envoyé une mission de reconnaissance en 1588, mais ils n'ont trouvé personne. Et surtout, aucune archive espagnole, et pourtant elles sont incroyablement méticuleuses, ne fait mention d'une attaque ou d'une capture. Donc cette piste-là, c'est une impasse. D'accord. Donc on a l'assimilation, la fragmentation, le massacre. L'affaire aurait pu en rester là, hein, un débat d'historiens. Mais c'est là que l'histoire bascule complètement dans l'irrationnel. Tout commence avec une pierre. Oui, c'est là que ça devient absolument fou. Pendant 300 ans, le mystère est total. Et puis, en 1937, en pleine Grande Dépression, un touriste californien, Louis Hammond, se présente à l'université Emory. Il a trouvé un truc dans un marécageret, une pierre de quartz de 10 kilos, couverte d'inscriptions. Et que disent ces inscriptions? C'est un message, prétendument écrit par Eleanor Dare, la fille de John White, La mère de Virginia Dare. elle-même. Elle y raconte la mort de son mari et de sa fille, Virginia, à cause d'une maladie en 1591, donc 2 ans après la disparition. Et elle dit qu'une autre pierre marque l'emplacement d'une fosse commune. Alors là, c'est une bombe. Une lettre de 350 ans gravée dans la pierre. Le monde académique a dû s'emballer. C'est le moins qu'on puisse dire. Un professeur, Heywood Pierce Jr., est convaincu de l'authenticité.
Il rachète la pierre et offre une récompense de 500 $ pour toute nouvelle découverte. C'est le début d'une chasse au trésor. Et j'imagine que quand on promet de l'argent, les découvertes se multiplient. Vous avez vu juste. Un homme entre en scène, un tailleur de pierre nommé Bill Eberhardt. Et comme par magie, ils se mettent à découvrir des pierres les unes après les autres. Combien? 47 autres pierres. Toutes trouvées par lui ou ses proches. 47. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Alors là, on est dans le roman feuilleton. Les colons auraient migré jusqu'en Géorgie et les Nordaires auraient épousé un chef amérindien, une épopée de plus en plus rocambolesque. Sauf qu'il y a un hic. Le style des inscriptions sur ces nouvelles pierres est complètement différent de la première. C'est beaucoup plus négligé presque, enfantin. Et personne ne trouve ça suspect, quoi. Le même type qui trouve toutes les pierres. Si, bien sûr, les doutes s'installent. Surtout que Eberhard découvre les pierres, comme par hasard, toujours sur un chemin qui mène vers sa propre maison. La communauté scientifique, d'abord enthousiaste, devient glaciale. Un grand historien de Harvard, Samuel Eliot Morrison, dira que cette affaire est soit l'une des plus stupéfiantes découvertes, soit l'une des plus stupéfiantes supercheries de l'histoire américaine. Et le château de cartes finit par s'effondrer. En 1941, un journaliste du Saturday Evening Post, Boyden Sparks, mène l'enquête et expose toute l'arnaque au grand jour. Il montre qu'Eberhardt est derrière toutes les découvertes. Et le professeur Pierce dans tout ça? Il est dévasté. L'affaire tourne même au vinaigre. Devenu méfiant, Pierce refuse d'acheter une nouvelle pierre. Plus tard, en retournant sur le lieu du rendez-vous, il aurait trouvé une bouteille d'acide sulfurique sans doute utilisée pour vieillir artificiellement les gravures. C'est le coup de grâce. La famille Pierce admet publiquement que presque toutes les pierres sont des faux. Fin de l'histoire. Une fraude, donc. Sauf qu'il reste un détail, non? Exactement, il reste une pièce à conviction qui n'est pas résolue. Et c'est la plus importante. La toute première pierre, celle trouvée par le mystérieux Louis Aminde, ce touriste dont on ne retrouvera jamais la trace. Personne n'a jamais pu relier cette pierre à la fraude d'Eberhard. Donc on a une fraude massive, construite autour d'une première pièce qui, elle, pourrait être authentique. C'est toute l'énigme. Et les experts s'écharpent dessus depuis des décennies. Un spécialiste de l'anglais de l'époque y voit des nuances subtiles, mais un autre qualifie la gravure de falsification risible, ajoutant qu'elle a toute la plausibilité de l'accent cockney de Dick Van Dyke dans Mary Poppins. J'adore la comparaison. Donc les experts ne sont même pas d'accord. Ça laisse un point d'interrogation gigantesque. Et la science moderne, l'ADN, est-ce qu'on a pu avancer de ce côté-là? On a essayé, bien sûr. Avec un projet ambitieux, le Lost Colony DNA Project. L'idée était de comparer l'ADN de familles amérindiennes qui ont une tradition orale de descendance des colons avec de l'ADN de référence. Mais le projet est au point mort. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Le principal obstacle est presque ironique. Pour prouver une filiation, il faut un point de comparaison. Il faudrait l'ADN des descendants des familles des colons qui sont restés en Angleterre au XVIe siècle. Ce qui est quasiment impossible à retrouver sur 400 ans. Exactement. Sans cet ADN de référence, on peut trouver des marqueurs européens, mais on ne pourra jamais prouver avec certitude qu'ils viennent des colons de Roanoke. Le dossier ADN reste ouvert, mais vide. Alors, après avoir rouvert toutes ces pistes, qu'est-ce qu'on retient? On a l'impression d'avoir plus de questions que de réponses. Peut-être pas. Si on met tout bout à bout, un scénario se dessine. On a un indice clair, Croatoan, et l'archéologie confirme une présence européenne là-bas. On a une carte secrète qui pointe vers un autre site, et l'archéologie confirme aussi une présence là-bas. Et on a un témoignage, certes indirect, mais crédible, d'un massacre de colons qui vivaient précisément à l'intérieur des terres. Donc il n'y aurait pas une seule réponse, mais plusieurs. C'est la conclusion la plus probable aujourd'hui. L'histoire de Roanoke, ce n'est pas celle d'une colonie qui a connu un seul et unique destin. C'est l'histoire d'un groupe qui s'est fragmenté pour survivre. C'est-à-dire? Une partie, sans doute la majorité, s'est intégrée pacifiquement aux Croatois. Un autre petit groupe a tenté sa chance ailleurs et a probablement connu une fin tragique, 20 ans plus tard. Le mystère de la colonie perdue, c'est sans doute le mythe d'une disparition unique, alors que la réalité, c'est une série de destins dispersés. C'est fascinant de voir comment les preuves convergent vers cette idée. Et pour finir, il y a une dernière chose à considérer. Ça ne concerne pas les preuves, mais la façon dont on a raconté cette histoire.
Oui, et c'est peut-être le plus révélateur. Pendant des siècles, l'idée d'une assimilation, d'un métissage était largement acceptée. C'était l'explication la plus courante. Mais quelque chose change dans les années 1830. Que se passe-t-il à ce moment-là? C'est l'époque de la déportation forcée des Amérindiens, la piste des larmes. Le gouvernement américain mène une politique de nettoyage ethnique. Et là, soudain, l'idée que les tout premiers colons se soient pacifiquement mélangés aux populations locales devient gênante. Ah oui, je vois. C'est à ce moment-là que le récit change. On ne parle plus d'assimilation, on parle d'une disparition totale, soudaine, mystérieuse. Le mythe de la colonie perdue naît vraiment à cette époque. Ce qui soulève une question troublante pour conclure. À quel point notre perception de cette énigme a-t-elle été façonnée, non pas par les indices, mais par les histoires que la société américaine avait besoin de se raconter sur ses propres origines? Le plus grand mystère, ce n'est peut-être pas où sont passés les colons, mais pourquoi on a tant voulu les croire perdus.